Bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail un peu plus technique que les précédents, qui est réalisé dans le cadre de la thèse CIFRE de Nazia Sindi, qui est présente ici, qui a débuté il y a un an, en collaboration avec la société Visiomed Group. Ce travail porte sur la personnalisation du suivi de patients hypertendus, en combinant les méthodes d'apprentissage automatique avec les systèmes multi-agents. Nous savons tous que l'hypertension artérielle représente un facteur de risque cardiovasculaire. Elle est directement liée à environ 13% de décès annuels dans le monde. En France, la prise en charge de cette hypertension artérielle fait l'objet de plusieurs recommandations qui sont mises à jour chaque année par la Haute Autorité de la Santé et la Société française de l'hypertension artérielle. L'adhésion à ces recommandations classiques peut être remplacée de façon avantageuse par un suivi personnalisé, individualisé au profil du patient. Il s'agit de permettre au patient de se prendre en charge, d'avoir accès aux recommandations et à des conseils adaptés à son profil, ce qui lui permettra de mieux suivre les recommandations médicales. Et ceci peut être réalisable grâce à l'automesure à domicile, qui consiste à impliquer le patient dans la surveillance de son hypertension, en faisant lui-même les mesures, en suivant un protocole bien défini. L'automesure à domicile est devenue actuellement un moyen incontournable pour confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle ainsi que pour son suivi. Elle permet aussi de mettre en évidence ce qu'on appelle l'hypertension de consultation ou l'effet blouse blanche, qui est une hausse de l'hypertension en présence du personnel médical et qui concerne à peu près 25% des personnes hypertendues âgées de plus de 65 ans. Elle permet aussi de détecter ce qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée, qui, à l'inverse, est une hypertension qui est invisible au cabinet médical et qui concerne environ 15% des personnes hypertendues. Donc, la présence la combinaison de toutes ces mesures avec d'autres indicateurs de santé en lien avec l'hypertension, comme la glycémie, puisque la présence du diabète est importante pour le suivi de l'hypertension artérielle, peuvent être directement envoyés au médecin grâce aux objets connectés. Et ces indicateurs de santé peuvent alimenter le dossier électronique du patient qui contient l'historique médical de ce patient-là en termes de traitement administré, d'analyse médicale, d'allergie, etc. Donc, la disponibilité de ces nombreuses données autour du patient nous suggère bien sûr l'utilisation de l'apprentissage automatique qui permet de construire des modèles prédictifs à partir de données pour atteindre notre objectif qui est le suivi personnalisé de patients. Le problème avec la plupart des algorithmes d'apprentissage performants est qu'ils sont opaques. C'est ce qu'on appelle l'aspect boîte noire. En fait, ils permettent de fournir des prédictions qui peuvent être... ils permettent de fournir de manière efficace des prédictions sans fournir les raisons qui ont permis d'arriver à ces prédictions-là. L'utilisateur de ces outils ne peut pas distinguer entre une bonne prédiction fournie pour de bonnes raisons et une autre bonne prédiction fournie à cause d'artefacts présents dans les données. D'où la nécessité ou le besoin d'avoir une transparence ou une explication de ces algorithmes d'apprentissage. Et ceci est d'autant vrai dans un domaine critique comme celui de la santé,
parce que l'apprentissage automatique ne peut être adopté par le personnel médical s'il ne permet pas de donner des explications qui leur sont compréhensibles. Donc, ces explications peuvent être considérées comme une sorte d'interface entre l'algorithme d'apprentissage et son utilisateur. Pour expliquer la boîte noire, qui est le modèle d'apprentissage, on peut s'intéresser à plusieurs aspects. On peut par exemple s'intéresser à expliquer le modèle dans sa globalité, ce qui revient à essayer de comprendre la logique derrière le modèle pour qui lui permettent de faire les différentes prédictions. Ici, on a un exemple d'un ensemble de règles qui vont reproduire le comportement d'un modèle d'apprentissage automatique. On peut aussi s'intéresser à l'explication d'une seule prédiction. Par exemple, on a un patient et le modèle donne un diagnostic pour le patient et on peut s'intéresser aux raisons qui ont mené à cette prédiction-là. Et ici, on a un exemple d'une règle qui permet d'expliquer une prédiction. On peut aussi s'intéresser à d'autres aspects, c'est ce qu'on appelle inspection de modèle, qui représente une propriété particulière de l'algorithme d'apprentissage. Par exemple, on peut s'intéresser à l'effet de la perturbation de certaines caractéristiques sur les sorties de l'algorithme d'apprentissage. On peut aussi s'intéresser, dans le cas par exemple d'un réseau de neurones, aux neurones qui ont permis d'arriver à une solution. Pour fournir des explications qui sont interprétables par l'homme, plusieurs travaux se sont orientés vers ce qu'on appelle les modèles interprétables, qui sont des modèles qui vont imiter le comportement du modèle boîte noire. Les modèles les plus utilisés sont les fonctions linéaires, les arbres de décision et les règles logiques. Les fonctions linéaires vont permettre d'associer des poids aux caractéristiques. Les caractéristiques vont représenter, par exemple, pour le patient, les différentes mesures qu'on aurait calculées ou les symptômes, etc. Et ces fonctions linéaires, ces poids associés aux attributs vont être considérés comme une sorte de contribution à la sortie du modèle. Donc l'amplitude et le signe de cette contribution sont très importantes pour déterminer l'effet de la variable sur la sortie qu'on obtient. Les arbres de décision qui sont connus grâce à leur représentation graphique sous forme d'arbres, où chaque nœud interne représente un test sur les attributs et chaque feuille représente une sortie ou une prédiction. Donc pour trouver la sortie ou la prédiction pour une entrée donnée, il suffit de parcourir une branche de l'arbre. Et ceci nous permet d'avoir aussi les caractéristiques ou les valeurs de caractéristiques qui nous ont permis d'arriver à la solution. L'autre modèle interprétable auquel on s'intéresse dans notre travail est les modèles basés sur les règles logiques. Ces modèles sont intéressants parce qu'ils sont flexibles, ils représentent de manière textuelle les explications. Donc, notre choix s'est fait c'est porté sur les règles logiques parce qu'on peut leur associer des poids, des préférences. On est capable aussi facilement de supprimer les règles qui nous paraissent aberrantes. Et ce qui est encore plus important, c'est la facilité d'injecter des connaissances a priori dans notre modèle. Nous savons tous que l'apprentissage automatique est entièrement guidé par les données. Donc, dans certaines situations, nous pouvons avoir
quelques résultats qui peuvent être contradictoires avec les connaissances d'experts ou les connaissances du domaine. D'où l'intérêt d'injecter ces connaissances-là à l'intérieur du modèle pour pouvoir le guider pour améliorer ses performances et pour donner des réponses qui sont en cohérence avec ces connaissances-là. Et cette propriété est très appréciée par le personnel médical. Donc j'ai cité un peu les besoins de notre contexte applicatif, qui sont la personnalisation de la prise en charge des patients, tout en leur fournissant des solutions qui sont transparentes et qui sont explicables. Et pour ceci, nous proposons de combiner plusieurs algorithmes d'apprentissage et la solution de notre système sera capable de répondre aux besoins des patients et des médecins. Donc, pour combiner les algorithmes d'apprentissage automatique, nous nous sommes basés sur une méthode d'ensemble particulière qui s'appelle le bagging, qui est basée sur un échantillonnage de l'ensemble de départ qu'on appelle ensemble d'apprentissage, qui sont en fait, chaque échantillon ici est construit en faisant un tirage aléatoire avec remise à partir de l'ensemble de départ. À partir de chaque échantillon, on construit un modèle d'apprentissage automatique. Et pour donner la solution ou la sortie d'une nouvelle entrée, on combine de façon très simple les sorties de chaque modèle d'apprentissage. Par exemple, pour le cas de la classification, si on veut classer un nouveau patient X, il suffit juste de faire un vote majoritaire sur les sorties de chacun de ces modèles-là. Le problème de cette méthode d'ensemble est qu'elle ne prend en compte que les sorties de chacun de ces modèles-là. Elle ne prend pas en compte les justifications qui ont mené à cette sortie-là. Et elle ne permet pas d'expliquer la prédiction. Pour contourner ce problème, nous proposons une nouvelle méthode d'ensemble capable de justifier les réponses, et ceci grâce à une méthode d'intelligence artificielle symbolique qui est les systèmes multi-agents. Donc, cette figure illustre un peu l'architecture de notre système. Donc, une fois qu'on a construit les échantillons, nous construisons un modèle d'apprentissage automatique. Ici, nous avons bien sûr choisi le deep learning. Je rappellerai un petit peu ce que c'est que le deep learning. Et pour pouvoir utiliser les connaissances qui ont mené à chacune des prédictions, nous allons extraire des règles à partir de chaque modèle d'apprentissage qui est construit ici. Et ces règles construites vont être transmises au système multi-agent qui va nous fournir une solution avec l'explication qui est derrière cette solution-là. Donc, le deep learning, qui est une nouvelle génération de réseaux de neurones, qui a montré des performances impressionnantes dans plusieurs domaines applicatifs, comme celui de la reconnaissance des images, est basé sur une représentation hiérarchique des caractéristiques, comme on le voit ici. Ceci lui permet d'avoir plusieurs niveaux d'abstraction et lui permet aussi d'extraire des structures qui peuvent être complexes à partir des données. Nous avons un exemple ici où on présente une image sous forme de pixels à notre algorithme de deep learning et nous avons 3 niveaux d'abstraction. On a par exemple au premier niveau un apprentissage de choses assez simples comme des traits de l'image. Au niveau supérieur, on va apprendre des choses un peu plus complexes comme les contours des images ou les coins de ces images-là. Et au dernier niveau, on va apprendre des choses encore plus complexes qui représentent ici des parties d'objets et qui vont nous permettre d'avoir
les bonnes prédictions ou les bonnes sorties. Dans notre cas, nous avons utilisé un algorithme de deep learning appelé perceptron multicouche. Il est composé d'une couche d'entrée, d'une couche de sortie, ainsi que de plusieurs couches cachées. Donc, les neurones de chacune des couches cachées sont entièrement connectés avec la couche suivante et la couche précédente. Donc, nous avons parlé d'extraction de règles à partir de ces algorithmes de deep learning ou des algorithmes d'apprentissage. Donc, pour les réseaux de neurones, il existe dans la littérature 3 types principaux d'approches pour l'extraction de règles. Le premier type, appelé approche pédagogique, se contente de l'entrée et de la sortie du réseau de neurones pour construire des règles qui sont fidèles à ce que fait le réseau de neurones. On peut voir que ce type d'approche peut être assez générique et peut s'appliquer à n'importe quel algorithme d'apprentissage puisqu'elle n'est pas basée sur la structure interne du deep learning. Les approches décompositionnelles, quant à elles, s'intéressent directement à la topologie et la structure interne du réseau d'apprentissage et aussi au poids qui sont à l'intérieur du réseau. Donc ces approches sont spécifiques au réseau de neurones et permettent d'avoir une précision un peu plus importante que les précédentes. Nous avons aussi ce qu'on appelle les méthodes électriques qui combinent les 2 premières approches. Je donne la parole à ma collègue qui va vous présenter le système multi-agent qui va nous permettre de faire les prédictions avec leurs explications. Oui, bonjour. Donc juste avant de... Ah oui. Ça, c'est un pointeur et ça, c'est... Ok. Donc avant d'expliquer la méthode qui a permis effectivement de combiner plusieurs algorithmes d'apprentissage en rendant la méthode transparente et en plus capable d'être expliquée, juste quelques mots sur la métaphore multi-agent. Donc, oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pointer. Donc, des agents, ce sont des programmes informatiques qui peuvent être aussi des robots, qui sont dotés d'une certaine intelligence. Bon, il y a eu le débat sur l'intelligence, mais en tous les cas, on embarque des algorithmes intelligents dedans, plus ou moins. Mais surtout, ils ont la capacité de discuter entre eux, de s'envoyer des messages, mais des messages qui peuvent être assez élaborés. Ils peuvent être faits selon un protocole, selon ce qu'on souhaite faire au système. Cet ensemble d'agents va partager un environnement. Ce qu'on appelle un environnement, c'est tout ce qui est donné, partagé, qui peut être perçu. Sans perception, on ne peut pas faire d'intelligence. On l'a bien vu aussi. Et on a un utilisateur, qui est l'être humain, qui peut interagir avec l'ensemble du système multi-agent, soit à travers l'environnement, donc en modifiant l'environnement, soit en envoyant des messages aux agents directement. Ça peut être des requêtes. Et puis, finalement, nous, ce qu'on voudrait faire dans notre approche, c'est que dans chaque agent, on va mettre un algorithme d'apprentissage. Et puis, la manière avec laquelle on va combiner les algorithmes d'apprentissage, ça ne sera pas avec un vote majoritaire ou bien prendre le poids le plus fort, comme se font les méthodes d'ensemble classiques, mais ça sera plutôt en mettant en place un certain protocole. On verra, ça sera de l'argumentation. Voilà, d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Donc, l'argumentation, c'est une notion qui est modélisée en logique depuis les années 95 et ça a permis en intelligence artificielle de manière générale de mettre en place ce qu'on appelle le raisonnement monotone, non monotone, pardon, parce qu'à l'inverse, le raisonnement monotone ne remet pas en question les connaissances qui sont dans le système. Le raisonnement monotone peut être capable de dire finalement cette information, elle n'est plus vraie. Elle peut évoluer dans le temps ou alors la remettre en question et du coup, ça peut aussi permettre de prendre des décisions malgré des controverses. Et là, on voit bien pourquoi l'argumentation dans le système multi-agent. Ça a été beaucoup formalisé. Donc, sans rentrer dans trop de détails, je vous donne la base. Un système d'argumentation, c'est quoi ? C'est un couple A et R, qui sont des ensembles d'arguments. Enfin, A, c'est un ensemble d'arguments selon le domaine. On sait les arguments pour et contre. Pour une certaine information. Et on a une relation, alors dans la littérature, ça s'appelle une relation d'attaque. Un argument
A attaque un argument B veut juste dire que l'argument A est plus fort et plus convaincant que l'argument B. Mais c'est le terme qui est utilisé dans la littérature. Et donc, on a une relation binaire et qui se note comme ça par des couples. Et tout ça, toute cette expression-là, c'est juste pour dire que un argument est défendu par un ensemble d'autres arguments si jamais tous les arguments qui seraient attaqués sont attaquables. Et là, si je prends cet exemple, là, on représente souvent sous forme d'automate. Donc, on a 5 arguments et on a cette relation binaire. Donc là, par exemple, A attaque D, A attaque C et C attaque A. Et si jamais on regarde, par exemple, D, ici, là, le D, il peut pas être, il est défendu par C et B. Parce que si jamais... Parce que C et D ne pourra jamais attaquer D. Parce que A attaque C et A attaque B. C'est juste pour dire, tout ça pour dire que, en fait, autour de cette petite définition qui paraît être rien du tout, il y a tout un ensemble de sémantiques, plusieurs sémantiques qui sont implémentées à travers des systèmes logiques qui permettent d'arriver à faire certaines déductions. Notamment, on pourrait mettre des poids, des probabilités, des incertitudes. On pourrait mettre un système de préférence, un ordonnancement entre les différents arguments. Et ça a donné de nombreux systèmes. Il y a des thèses qui sont faites là-dessus et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va juste montrer que c'est très utile pour les systèmes multi-agents, donc pour pouvoir mettre en place, le point le plus important ici, mettre des formes d'interaction entre les agents qui soient assez complexes. Au-delà, juste, j'envoie un message, j'attends une réponse. Donc, ça permet de gérer un système de préférence entre les agents. Ça, c'est beaucoup utilisé dans le e-commerce. La prise de décision collective avec arguments et contre-arguments. Donc là, on peut modéliser ce genre de protocole avec ce système de modélisation. L'environnement incertain, c'est évident, puisque les agents partagent un environnement qui évolue, et ça sera vrai pour les données médicales, que ce soit pour un patient ou pour une population. Et enfin, bien sûr, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, la révision de croyances en fonction de l'évolution. Ça peut être effectivement l'évolution de l'état du patient, mais ça peut être aussi, comme on a vu tout à l'heure, comme Farida l'a bien expliqué, dans notre système, on part de données, d'une masse de données, et on apprend des modèles avec des algorithmes d'apprentissage, mais on va voir qu'avec le système d'explication qu'on a choisi, on va pouvoir injecter des connaissances expertes, des connaissances scientifiques qui peuvent aussi évoluer. Donc avec un système d'argumentation, tout ça pourra être pris en compte. Alors, la réification, c'est juste, en fait, ça veut dire comment on modélise, quels sont les objets qu'on représente dans notre système. Donc, un réseau de neurones, c'est un agent. Les explications des prédictions, tout ce qu'on voudrait que le système puisse fournir, soit au personnel médical, soit au patient lui-même, eh ben, ça va être représenté par des arguments. Et puis, tout le raisonnement qui consiste à confronter les arguments entre eux pour pouvoir voir quelle est l'explication la plus plausible pour une situation donnée, eh bien, ça sera un protocole de négociation entre les agents. Et le système va nous fournir comme résultat final, finalement, une prédiction. Et en principe, si ça a bien fonctionné, ça sera la prédiction dont l'argument est le plus robuste. Je reviens un tout petit peu, sans aller dans les détails, parce que finalement, Farida l'a bien expliqué tout à l'heure, comment est-ce qu'on extrait les modèles ? Comment est-ce qu'on construit nos arguments ? Parce que première étape, c'est, OK, on veut faire de l'argumentation, mais on a besoin d'arguments. On a besoin de ce système d'argumentation. On part d'une population virtuelle. On dit qu'elle est réaliste parce qu'elle est représentative de la population française. Elle a été générée selon un protocole très précis à partir de données de la population française. Les individus sont âgés entre 35 et 64 ans. On sait si ce sont des hommes ou des femmes. On connaît leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, on a une série temporelle en fait, de 10 visites médicales par individu. On verra que pour notre expérimentation, on s'est contenté des 4 premières. Pour des raisons de simplification. Et puis chaque visite contiendra la pression artérielle systolique, diastolique, elle contient le traitement de l'hypertension artérielle et puis le nombre de changements de traitement. L'échantillonnage se fait par tirage au sort avec remise, c'est-à-dire tous les échantillons ont la même taille, mais il n'y a pas forcément les mêmes données, il y a éventuellement des données qui sont redondantes.
Et on va construire, c'est ce que représente cette image. Hein. J'ai essayé de mettre que les individus bougent et puis après on prend des échantillons, toujours, enfin les échantillons ont tous la même taille en vérité. Hein, voilà. Et ce qu'on va faire, en fait, dans l'exemple en tout cas qu'on va traiter, dans l'application qu'on a traitée, c'est on va essayer de prédire ce qu'on appelle le traitement optimal. Le traitement qu'on prédit étant celui qui va mieux marcher pour un individu donné. Donc d'abord, on fait notre échantillon. À partir de ces échantillons-là, qu'est-ce qu'on fait ? On les passe dans un réseau de neurones, on construit un modèle. Ensuite, à partir de ce modèle, donc ça c'est étape... Bon, des fois, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là. Donc, à partir de ce modèle, on va extraire des règles. Donc, on va approximer, comme on le dit, le réseau de neurones avec un ensemble de règles. On a vu les avantages des règles, hein, ça a été expliqué. Donc on fait ça pour chaque échantillon avec le même réseau de neurones. Et puis ces règles-là, on les appelle une base de règles. Ça, c'est le jargon des systèmes experts, hein, des systèmes à base de règles. Et donc là, on a un exemple de règle. On voit bien, là, si la pression artérielle de la première visite, V0, c'est la première visite, est inférieure à un certain seuil, et la pression artérielle diastolique à un certain seuil, lors de la visite 4, là on raisonne sur la visite 4 alors que là c'était la visite 0, eh bien la classe de médicaments, en fait on prédit des classes en apprentissage automatique et la classe 1, ce sont les bêta-bloquants. Le nombre que vous voyez ici, 513, c'est le nombre d'individus qui, entre guillemets, filtrent cette règle dans l'échantillon à partir duquel a été extrait cette règle. On verra qu'on va s'en servir pour donner un poids à la règle. C'est-à-dire qu'une règle qui ne filtre qu'un individu aura un poids beaucoup moins important qu'une règle qui filtre 70% des individus. Enfin, ça sera une façon de calculer la précision de la règle. Et donc, on va utiliser ces règles comme argument de négociation dans le système multi-agent. Et on a choisi un algorithme, enfin une approche particulière de l'argumentation. Ce n'est pas la seule. On l'a choisie parce que, tout d'abord, elle est plus facile à mettre en œuvre, parce qu'on voulait, enfin, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, d'accord. C'est un travail très exploratoire, donc c'est assez nouveau de combiner l'IA symbolique et l'IA numérique de cette manière-là. Donc on a voulu prendre à chaque fois on a fait des choix fondamentaux, mais on a fait des choix les plus faciles, les plus simples à implémenter. Donc on a pris un système d'argumentation dans lequel les agents fonctionnent, le système d'interaction est basé sur un modèle à base de rôles. Donc on a un rôle de référé ou bien l'interface globale qui permet de s'arranger que les rôles sont bien affectés, qui respectent le protocole. Ça c'est pour se simplifier aussi la vie qu'on a fait ça, parce qu'on aurait très bien pu faire discuter les agents entre eux jusqu'à ce que chacun assume le rôle qui lui convient. Le master, c'est l'agent qui va répondre en premier à la demande de prédiction. Les challengers, ce sont tous les agents qui ont une prédiction à faire, qui voudraient remettre en cause la prédiction du master. Et tous les autres agents, on les appelle des spectateurs, parce qu'en fait, ils ne sont pas autorisés à mettre un avis, mais ils voient quand même ce qui se passe, éventuellement, ils peuvent apprendre. Là, ce qu'on regarde, ce que je vous montre là, puisqu'il reste 4 minutes, c'est ça. Ça, c'est un scénario qui est donné en sortie par notre système. D'accord ? On a enlevé un petit peu d'interface, mais c'est exactement comme ça que ça se présente. On a les algorithmes d'apprentissage qu'on a réifiés. L'agent interface, le fameux referee, va envoyer une demande de prédiction. Donc, comme on utilise des règles logiques du premier ordre, et bien, les prédictions elles sont exprimées aussi dans ce mode-là. Et puis, le premier qui va faire une communication de type propose opinion, c'est-à-dire qu'il propose une classe de médicaments en disant la règle qu'il a utilisée et le poids de cette règle va être le master. Et puis on voit qu'il est challengé par certains. Et puis au bout du compte, il va quand même gagner parce que les autres arguments sont moins forts que le sien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette réification ? Dans un agent, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ces fameuses extracted rule base, donc les règles qui imitent le réseau de neurones. On a un cycle d'exécution, ça c'est du classique hein, dans les systèmes multi-agents. Donc il consulte la boîte aux lettres, il regarde sa base de règles et puis il consulte sa mémoire de travail. Donc je ne rentre pas dans les détails pour arriver jusqu'à la fin. Par contre, je vous montre quand même un exemple de règles. Oui, pardon. Donc j'avais dit les règles extraites, ce sont celles qui sont construites à partir des données. Et on a des règles qu'on appelle des connaissances injectées,
qui sont injectées de manière totalement déclarative. C'est l'un des avantages du système de règles, c'est que pendant que le système tourne, vous pouvez très bien lui dire « je t'ajoute cette règle ». Tiens, prends-la en compte, ou bien je supprime cette règle. Et le système va pouvoir intégrer cela dans ses prédictions. Donc là, par exemple, on peut avoir un médecin qui a envie de prescrire certains types de médicaments pour les personnes qui ont moins de 50 ans et pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Et donc, il va avoir une règle qui va avoir comme prémisse, ça je ne l'ai pas dit, peut-être que c'est relativement évident, une règle est composée d'une série de prémices et d'une conclusion. Donc, si une personne est âgée de moins de 50 ans, on va plutôt lui prescrire les bêta-bloquants, les IEC ou bien les sartrans. Voilà, donc ça, c'est une règle qu'on peut injecter dans le système. À l'inverse, les plus de 50 ans, c'est les diurétiques et les antagoniques calciques. Donc, juste quelques mots sur les résultats d'expérimentation qu'on a obtenus. Donc, les expérimentations qu'on a menées, on les a faites sur les données synthétiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Et on a environ 40 000 exemples. 6 classes. Pourquoi 6 classes? C'est parce qu'on a 5 médicaments plus pas de traitement, parce que le système peut très bien dire, eh ben non, le patient n'a pas besoin de traitement. Et on a pris 4 réseaux de neurones. Là, on regarde, on a appliqué le process que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a extrait les règles et on a calculé combien de règles on avait. En gros, c'est entre 50 et 90 règles par réseau. On n'a pas forcément le même nombre de règles. C'est pour ça qu'on verra que, par exemple, un réseau pour lequel on a beaucoup de règles, il faudrait regarder est-ce qu'il y a des contradictions, des cohérences, etc. Le nombre de prémices. Alors, ce qui est intéressant, les antécédents des règles, c'est toutes les conditions qui font qu'une règle va se déclencher. Et si on a beaucoup de prémices, ça veut dire qu'on a beaucoup de connaissances. Notre base de faits est riche. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est qu'on s'est comparé par rapport aux méthodes d'ensemble existantes, c'est-à-dire que les méthodes qui combinent déjà des algorithmes d'apprentissage. Et on voit que, par exemple, par rapport à celle-là, et on a fait 2 types de scénarios, j'essaye de faire vite. Donc on a testé notre système avec seulement les règles qu'on a extraites, sans injection de connaissances supplémentaires. Et déjà là, on fait mieux que les 3/4 des approches. On fait un tout petit peu moins bien que le DMLP-A. Mais par contre, dès qu'on ajoute des connaissances a priori qui permettent de cadrer certaines choses, on fait beaucoup mieux en termes de qualité de prédiction. Et pour conclure, parce que là, du coup, il faut arrêter. Donc, on a proposé, on s'est attelé à un chantier qui consiste à proposer du suivi personnalisé de patients hypertendus en utilisant des méthodes qui combinent plusieurs algorithmes d'apprentissage, donc les méthodes d'ensemble. Et on s'est basé sur la notion d'argumentation multi-agent et les systèmes à base de règles. Et c'est pour ça qu'on prétend que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir faire des systèmes intelligents. Enfin, c'est-à-dire, on va pouvoir faire des systèmes intelligents si on arrive à combiner les avantages du big data, des données, des algorithmes d'apprentissage, avec les systèmes symboliques, avec l'IA symbolique. Parce que tout à l'heure, il y a eu quelques mots sur le début de l'IA. En fait, dans les années 50, enfin, vous le savez sûrement, quand l'IA est née, on a eu l'IA symbolique, les réseaux de neurones existaient, et il y a eu ce qu'on appelle les systèmes experts, la logique des prédicats, etc., les règles de production. Les réseaux de neurones, au départ, il y avait qu'une ou 2 couches, et du coup les résultats n'étaient pas très intéressants parce que les machines n'étaient pas assez puissantes, et on les a tout de suite abandonnés en disant ça marchera jamais et tout ça. Et donc on a fait beaucoup de logique, et puis on a reproché ce qu'on a reproché au système à base de règles, et aujourd'hui avec la puissance de calcul et puis ce deep learning à base de couches hiérarchisées, bon, on va peut-être avoir des bons résultats avec toute l'humilité nécessaire quand on dit ça, voilà. Et donc, on a pu quand même améliorer les performances de prédiction des réseaux de neurones existants. Et puis, oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais on s'est comparé aussi aux réseaux de neurones individuellement. Donc là, on était meilleur aussi. On a pu expliquer les prédictions, donc la notion de transparence du processus. Et puis, étant donné qu'on construit automatiquement les arguments de négociation et qu'on peut encapsuler dans le système multi-agents, des agents au fur et à mesure, y compris à runtime, eh bien, on pense qu'il sera très facile de généraliser cette approche à d'autres types d'algorithmes d'apprentissage.
Et puis surtout explorer d'autres méthodes d'extraction de données, notamment celle qui est décompositionnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la deuxième qui était expliquée. Et pourquoi celle-là en priorité? Parce qu'en fait, elle prend en compte des probabilités. Et dans les systèmes d'argumentation, il y a aussi il y a pas mal de formalisations qui se prêtent à ça. Donc ça pourrait tout à fait enrichir le système. Voilà, donc ça veut dire diversification de la sémantique de l'argumentation. Et bien sûr, les applications médicales ne manquent pas. Et là, je voulais vous le montrer parce qu'on vient juste de les avoir. On a eu des vraies données. Elle vient d'être disponible. On va pouvoir tester notre système sur des données réelles qui sont collectées par 23 000 médecins en France, par une plateforme qui s'appelle CGDIM, que les gens ont mis en place. Et en fait, on a à peu près une quarantaine de caractéristiques par individu. Donc on pense qu'on va pouvoir lancer beaucoup d'expérimentations. Merci pour votre attention.